Vous êtes-vous déjà demandé ce qui était arrivé à Pablo Escobar après sa mort? Oh, et je ne parle pas de la vie après la mort, ou de quoi que ce soit de ce genre. Je parle de ce qui est arrivé à sa femme, à sa fille qu'il aimait tant, à son fils, à son cartel et à tout l'argent qu'il possédait. Personne ne semble parler de ces choses, et peut-être que personne ne s'en soucie, mais nous nous en soucions. Si vous êtes comme nous et que vous voulez en savoir plus, attachez votre ceinture, car nous allons vous emmener à Medellín, en Colombie, pour élucider tous les événements qui ont suivi la mort de Pablo Escobar. Sans doute, le baron de la drogue le plus riche de l'histoire de l'humanité. Vous ne voulez pas manquer cela. Alors restez assis et commençons. Le 2 décembre 1993, et toute l'armée colombienne est à la recherche de Pablo Escobar. Non, ce n'est pas vrai. La moitié de la Colombie était à sa recherche. Je parle des cartels rivaux, d'une unité spéciale de mercenaires mortels appelée Los Pepes, et même de sa propre famille. Ils ont tous plongé dans les coins les plus profonds et les plus sales de Medellín, à la recherche de Pablo Escobar. D'accord, pause. Vous vous dites probablement, mais qu'est-ce que je viens de dire? Eh bien, ce que je viens de vous décrire, c'est la dernière heure, ou peut-être même les 30 dernières minutes qui ont précédé la mort d'Escobar. Il était entré dans la clandestinité après que le gouvernement colombien eut annoncé son intention de le transférer dans une prison classique. Mais Pablo, en homme têtu et égoïste qu'il était, ne voulait pas y aller. C'est alors que le gouvernement colombien et un groupe de paramilitaires qui n'avaient pas peur de repousser les limites de la moralité et de la légalité, tout comme Pablo l'avait fait, ont entamé une chasse à l'homme à l'échelle nationale. Revenons à mon histoire. Pour la première fois de sa vie, Pablo a fêté son anniversaire en dehors de la tradition habituelle, c'est-à-dire avec sa famille. Il avait désespérément besoin de parler à sa famille. Il a décidé de tout risquer et de passer un appel à son fils. Si le début de cette histoire criminelle vous captive, n'oubliez pas de vous abonner, de like la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de ces épisodes glaçants et palpitants. Le gouvernement colombien a pu intercepter l'appel et le localiser sur une tour de téléphonie mobile proche de l'endroit où il se trouvait. Ils ont immédiatement investi la cachette. Ils ont envoyé un convoi de militaires armés avec une seule instruction: barrez-vous. Pablo Escobar sait qu'il vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Il tente de s'échapper par le toit de sa cachette, mais il est trop tard. En l'espace de quelques minutes, le bâtiment entier était envahi de soldats. C'est ainsi, mes amis, que Pablo Escobar a été retrouvé et finalement tué sur un toit comme un rat, avec son garde du corps le plus fidèle, El Limón. Lorsque María Victoria Henao a appris la nouvelle de sa mort, elle s'est sentie très mal. Je veux dire que s'il ne l'avait jamais appelé, il aurait pu vivre plus longtemps. En mourant, il a laissé derrière lui le cartel de Medellín, sa fortune, ses propriétés et des objets de grande valeur. Mais la chose la plus importante qu'il a laissée derrière lui, c'est sa famille. Après sa mort, les membres du cartel de Medellín se sont tournés vers sa femme pour qu'elle prenne la tête du cartel. En effet, du vivant de Pablo, ils dirigeaient ensemble le cartel, ce qui plaçait María dans une position idéale pour prendre la relève. Mais María n'était pas faite pour cela. En fait, elle ne voulait rien avoir à faire avec le cartel ou la cocaïne. Elle a pris ses deux enfants, Manuela et Juan Pablo, et a traversé le monde pour demander l'asile au Mozambique, un pays d'Afrique. Mais le gouvernement mozambicain lui a refusé l'entrée, tout comme les Brésiliens et les Allemands. Personne, absolument personne, ne voulait avoir affaire à la famille Escobar. Grâce à quelques relations, elle a finalement pu entrer en Argentine en tant que touriste. Lorsque María et les enfants sont arrivés en Argentine, personne ne les connaissait. Ce qui était une bonne chose. Mais le hic, c'est que son nom a fait la une des journaux en tant que membre du cartel de Medellín et surtout en tant qu'épouse de Pablo Escobar. Étant donné qu'Escobar a tué des milliers de personnes, il n'est pas nécessaire d'être devin pour savoir que quelqu'un, n'importe qui, serait prêt à faire subir le même sort à sa famille. María le savait, et savait qu'elle devait prendre une décision difficile. Elle a décidé de changer de nom. Elle est passée de María Victoria Henao à María Isabel Santos Caballero. Cela lui a permis, ainsi qu'à sa famille, de vivre en paix pendant les quelques années qui ont suivi, jusqu'à ce que le gouvernement argentin la retrouve en 1999. María et son fils Juan Pablo ont finalement été arrêtés en 2000 pour blanchiment d'argent. On ne peut que ressentir la douleur de cette femme. Après avoir subi pendant 17 ans l'infidélité et le narcissisme de Pablo Escobar, c'est elle qui a porté sa croix. Même après la mort de Pablo Escobar, elle a été emprisonnée pendant quelques mois par le gouvernement argentin. Mais lorsqu'ils n'ont pas pu établir de lien entre elle et son fils et le trafic de drogue, María et Juan ont été libérés.
Maria a passé les 2 décennies suivantes à se cacher avec sa famille en Argentine, avant de publier son livre « Madame Escobar, ma vie avec Pablo ». De son côté, le fils de Pablo ne pouvait pas vivre en paix. Il a changé son nom de Juan à Sebastián et a publié son propre livre, montrant le côté plus doux et plus gentil de Pablo Escobar. Mais cela n'a pas empêché les gens de s'en prendre à lui. La plupart des Colombiens pensaient qu'il faisait une suite de films d'action en vengeant la mort de son père. Mais Sebastián n'aimait pas les choses diaboliques que son père avait faites. Il est même allé jusqu'à condamner la série Netflix sur Escobar, Narcos, en disant qu'elle glorifiait son père au lieu de condamner le mal qu'il avait fait. Est-ce que cela ressemble au genre d'homme qui veut se venger? Je ne le pense pas. Et pourquoi quelqu'un voudrait-il se venger de Pablo? Pablo est responsable de la mort de plus de 4000 Colombiens. Le plus sinistre de ces meurtres a été celui de plus de 40 jeunes filles et mineures, après que l'une d'entre elles eut dénoncé à la police l'exploitation sexuelle d'adolescentes vierges par son cartel. Pouvez-vous le croire? Il est complètement insensé de penser que quelqu'un puisse faire une telle chose. Et Sebastián pensait la même chose. Lors d'une interview, Sebastián a raconté comment il avait échappé à plus de 9 tentatives d'enlèvement en Argentine. Ces tentatives d'enlèvement ont eu lieu après la publication par Forbes d'un article affirmant que Pablo Escobar avait laissé plus de 3 milliards de dollars. Mais ce que ces personnes ne savaient pas, c'est que tout cet argent avait été laissé en Colombie après la mort de Pablo. Le manoir de Pablo, d'une valeur de 10 milliards de dollars, la luxueuse prison qu'il s'était construite, appelée la cathédrale, et plusieurs autres propriétés qu'il possédait ont été laissés à l'abandon à Medellín après que sa famille eut fui le pays. Il possédait des milliards de dollars qu'il ne pouvait pas déposer à la banque. Alors il a adopté une approche différente pour stocker l'argent. Veut parler de l'empilement de millions dans ses meubles, de leur enfouissement sous terre et de leur placement dans des endroits dont Pablo lui-même ne se souviendrait même pas, j'en suis sûr. Mais bon, c'est ce qui arrive quand on est le trafiquant de drogue le plus riche du monde. À son apogée, Pablo était responsable de 80% de la cocaïne en Amérique. Il est même allé jusqu'à brûler 2 millions de dollars lorsque sa fille avait froid parce qu'il n'avait pas de bûche pour le feu. Imaginez un peu que vous ayez autant d'argent. Quoi qu'il en soit, avant sa mort, la maison d'Escobar à Medellín, connue sous le nom d'immeuble Monaco, a été détruite à l'explosif par des cartels rivaux. Il ne s'agissait pas d'un bâtiment de la taille d'un terrain de football ou aussi haut qu'un gratte-ciel gardé par des agents de sécurité de haut niveau. Il s'agissait simplement de la maison d'Escobar. Après l'abandon du bâtiment de 6 étages, le gouvernement colombien en a pris possession et l'a transformé en attraction touristique pour les personnes désireuses d'avoir un aperçu de la vie d'Escobar. Cependant, les membres de la communauté qui passaient devant le bâtiment tous les jours se souvenaient constamment des êtres chers qui étaient morts aux mains d'Escobar. En 2018, le gouvernement a donc décidé de démolir le bâtiment et de transformer le terrain en un mémorial pour les victimes de la terreur d'Escobar. Une autre maison de Pablo Escobar en ruine était sa luxueuse retraite à Guatapé. Baptisée La Manuela en l'honneur de sa fille Manuela Escobar, elle était l'endroit où Pablo Escobar s'évadait un moment. Ce qui est étonnant, c'est que ce bâtiment a été détruit avant la mort d'Escobar. Un cartel rival a chargé plus de 200 kilos de TNT et a fait exploser plus de la moitié du bâtiment pendant qu'Escobar se cachait. Quelques années plus tard, la nature a repris possession des lieux, tandis que des pilleurs démolissaient certaines parties de la structure à la recherche d'objets de valeur cachés et enterrés par Escobar. Bien que nous ne sachions pas s'ils ont eu de la chance, je dois vous dire que la plus grande propriété de Pablo à avoir été perdue après sa mort est la cathédrale. La cathédrale est le nom de la prison d'1 milliard de dollars qu'il a construite et personnalisée pour lui-même. Elle comportait un casino, un spa, un terrain de football et d'autres luxes qui n'avaient rien à voir avec sa fonction. Mais après la mort d'Escobar, la cathédrale est devenue la Treasure Island. Les habitants ont afflué, pillant tout ce qu'ils pouvaient y trouver. D'après des sources extérieures, des millions de dollars ont en effet été enterrés et cachés à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice. Mais une fois le pillage terminé, la cathédrale a été abandonnée jusqu'à ce qu'un groupe de moines bénédictins reprenne l'édifice et le transforme en un lieu de culte sacré et en un mémorial pour les victimes des œuvres d'Escobar. La grande question que vous vous posez probablement est la suivante. Qu'est-il arrivé à son cartel, le cartel de Medellín? Le roi et la reine étant partis, tout le cartel s'est effondré. La plupart des membres ont été emprisonnés,
tandis que d'autres ont été tués de sang-froid. Certains des membres restants du cartel ont dû trouver refuge auprès de cartels rivaux tels que le cartel de Cali. Ces cartels rivaux ont fini par prendre le contrôle des exportations de cocaïne de la Colombie vers les États-Unis et d'autres régions du monde. Mais toute la fortune d'Escobar n'a pas été pillée ou abandonnée. Avant de mourir, il a construit des écoles, des hôpitaux, des abris et d'autres infrastructures économiques pour les habitants de Medellín. Alors qu'il massacrait tous ceux qui osaient s'opposer à lui ou contester son autorité, sa vie est devenue quelque peu paradoxale. D'un côté, il était perçu comme un héros. De l'autre, il était perçu comme le diable en Prada. Ma question est donc la suivante. Les actions de Pablo Escobar peuvent-elles être justifiées? Ou est-il le diable que tout le monde dit qu'il est? Nous aimerions savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. La vidéo qui s'affiche sur votre écran est tout aussi bonne que celle-ci. Je vous invite à la regarder. Nous nous y retrouverons. Nous fermons le dossier de cette affaire glaçante. Si cette histoire vous a captivé autant que nous, laissez-nous un j'aime. Chaque épisode est le fruit d'heures intensives de recherche, d'analyse et d'une passion indéniable pour vous plonger dans les mystères les plus profonds. Votre engagement nous est précieux. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines énigmes sur Crime Chronique.